Pour ce dernier trimestre, nous allons observer la manière dont les œuvres d'art témoignent de la personnalité de ceux et celles qui les ont créées et ainsi témoignent de la société dans laquelle elles ont été créées. Et on va démarrer avec une première séance qui est dédiée à la couleur. Nous, on parle souvent des couleurs primaires, bleu, rouge et jaune. Il s'agit là des couleurs primaires pigmentaires, c'est-à-dire qu'il s'agit de la matière. Ce sont des couleurs qu'on ne peut pas créer par mélange. Et inversement, ce sont aussi des couleurs qui permettent de créer toutes les autres couleurs en les mélangeant. Et on a le spectre lumineux, le fameux arc-en-ciel, avec plusieurs couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet. Si l'on revient par exemple au Moyen-Âge, eh bien, le terme même de couleur primaire n'a aucun sens. Parce qu'au Moyen-Âge, on considère la couleur comme de la matière et ainsi toutes les matières qu'on peut trouver dans la nature sont considérées comme couleurs. Par ailleurs, pour des raisons religieuses, on ne fait pas de mélange. Donc, on a un système de couleurs où le blanc, le noir, le rouge, le vert, le bleu, le jaune sont considérés toutes les 6 comme des couleurs à part entière. Il faut également noter qu'au Moyen-Âge, la notion de teinte n'est pas si importante que cela. Ce qui est important, c'est la différence entre mat et brillant, entre foncé et clair. Le rouge, c'est vraiment la couleur par excellence. Dans certaines langues, d'ailleurs, rouge et couleur sont synonymes. Par ailleurs, c'est l'une des couleurs dont on maîtrise la fabrication depuis le plus longtemps. En 35 000 avant Jésus-Christ déjà, dans les grottes préhistoriques, on arrive à trouver du rouge qui est issu d'une terre d'ocre brun-rouge. Dès l'Antiquité, le rouge peut avoir cette symbolique du pouvoir, de la richesse, de l'amour aussi. On a beaucoup d'éléments rouges dans la politique, mais également dans le culte, notamment de l'Antiquité romaine. Au moment où on bascule vers la Renaissance et qu'on perfectionne la technique de la peinture à l'huile, on va se servir des glacis, donc ces très fines couches qui sont appliquées successivement les unes par-dessus les autres, afin de créer cet effet de luminosité et de brillance. Si l'on regarde le retable d'Isenheim, on constate que Matthias Grünewald a utilisé cette technique du glacis afin de rendre ses couleurs précisément plus brillantes, plus lumineuses, plus saturées également. Pour obtenir ces rouges brillants et très intenses, il utilise en sous-couche de la garance. La garance est un pigment rouge qui est plutôt bon marché, qui donne un rouge terne, mais dont on va se servir par exemple pour teindre les vêtements de la grande majorité de la population. Et il utilise en couche supérieure du kermès. Ce sont des œufs de cochenille. Et ça, c'est un pigment qui est très rare et très cher. Et ça donne une teinte d'une très grande luminosité, d'une très grande brillance. Si on regarde l'archange Gabriel, par exemple, il est représenté avec une robe d'un jaune très brillant qui nous invite à penser à la lumière solaire, évidemment, mais un rouge là aussi qui est très soutenu, brillant, qui peut faire penser également à la lumière. Et c'est ainsi que le rouge au Moyen-Âge, s'il s'agit d'un rouge brillant, peut prendre une connotation céleste au même titre que le bleu. À partir du moment où le dieu chrétien est associé à un dieu de lumière, on cherche à représenter cette lumière et on va se dire, eh bien, la lumière c'est le ciel. Et c'est comme ça que le bleu arrive finalement en peinture. C'est comme ça que la Vierge Marie, qui vit dans le ciel, se retrouve vêtue d'une robe bleue. Si on regarde à nouveau le retable d'Isenheim, on peut voir que Grünewald a effectué un travail fondamental sur le bleu parce que jusqu'à présent, on se limitait à une teinte de bleu et Grünewald, lui, a eu une palette de teintes bien plus large que tous ses contemporains.
En effet, lorsqu'il veut représenter le vêtement de saint Antoine, on constate qu'il y a une différence entre la robe de saint Antoine, le manteau de saint Antoine et le bleu du ciel. Et tous ces bleus viennent se renforcer et se valoriser les uns les autres. Dans le panneau de la Vierge à l'enfant, on voit la Vierge Marie qui porte dans ses bras l'enfant Jésus couvert de l'ange blanc. Le blanc ici, dans le retable d'Isenheim, représente effectivement l'innocence de l'enfant Jésus et ce blanc vient rappeler le périsonium dont est vêtu le Christ au moment de la crucifixion, donc vient rappeler aussi le moment de la mort. Il est également intéressant de constater qu'on a toujours essayé d'aller plus loin que le blanc, d'aller au-delà du blanc. Et en effet, si l'on regarde toujours le retable d'Isenheim, on a deux exemples qui sont assez évidents. Le premier est le concert des anges, où nos anges ont des robes blanches mais qui partent dans tout un dégradé de teintes différentes. Et on a aussi le linceul dans le panneau de la résurrection, qui là également prend toutes les couleurs possibles de la lumière. Le verre a longtemps été chimiquement très instable, c'est-à-dire que l'on a du mal à fixer la teinte verte sur un tissu, mais également sur la peinture. Donc le vert a été la couleur des bouffons, des fous, des jongleurs par exemple, tout ce qui représente un petit peu l'instabilité. Pas forcément une connotation négative, mais ça peut être le bon ou le mauvais, c'est le hasard. L'instabilité est quelque chose qui effraie beaucoup au Moyen-Âge. Et en ce sens-là, on a pu représenter en verre ce qui peut être effrayant, comme des monstres ou des mauvais esprits. Si on regarde le retable des Dominicains de Schongauer, dans le panneau de la descente au limbe, on a des petits monstres qui sont évidemment représentés en verre. Comme je vous l'ai déjà expliqué, la différence entre mat et brillant était plus importante finalement que la teinte. Donc à partir du moment où l'or apparaît, l'or va se saisir de la symbolique du jaune, mais le jaune dépouillé de son brillant. C'est un jaune qui est mat, qui est terne, et c'est un jaune que l'on va donc associer à des symboliques négatives. Si l'on regarde par exemple dans le retable des Dominicains, la scène. On voit Judas au premier plan qui est vêtu d'une robe jaune. Et on voit très bien ici que cette robe jaune est d'un jaune extrêmement terne par rapport aux auréoles qui sont elles dorées et qui resplendissent. Le noir peut avoir une connotation négative, la peur, la mort. Le noir peut aussi avoir une connotation positive, c'est l'humilité, c'est l'autorité, c'est l'élégance aussi, avec un beau noir brillant par exemple. Le noir aujourd'hui est une couleur comme le blanc, que l'on place un petit peu à part des autres couleurs, et surtout on a tendance à les opposer. Pour nous, le plus gros contraste, c'est le contraste du noir et du blanc. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, puisque à la Renaissance, par exemple, en Europe, le principal contraste est un contraste entre le rouge et le blanc. Il faut attendre finalement le XXe siècle pour que le noir soit vraiment réhabilité complètement dans la peinture, et on en a ici un très bel exemple avec Soulages. L'idée d'un tableau de Soulages, c'est que l'on va peut-être se promener devant et qu'alors la lumière va éclairer la matière de la peinture noire et ainsi jouer sur les effets de matière et de texture. Et ce qui est très beau ici, c'est que l'on réconcilie la matière et la lumière. À partir de Newton, fin XVIIe, début XVIIIe siècle, on commence à appréhender la couleur de manière physique et surtout on commence à parler davantage de la couleur en tant que caractéristique de la lumière. Et finalement, à la fin du XIXe siècle, ce sont les impressionnistes qui se saisissent de cette problématique en essayant de représenter les effets de la lumière sur
un paysage que l'on voit à un instant T. Et les touches de couleur permettent ainsi, en faisant peut-être disparaître légèrement la forme, de faire émerger la lumière. À partir du moment où on réfléchit sur ce qu'est réellement la couleur, eh bien, on va aussi réfléchir sur la manière de l'utiliser et sur la surface peinte. Par exemple, nous avons ici un paysage normand de Bonnard où on voit que sa surface est structurée par la couleur. Dans une peinture de Bonnard, la composition émerge de plans colorés successifs. En fonction de la distance, on ne perçoit pas les couleurs de la même manière. Ça, c'est quelque chose que les artistes ont constaté il y a déjà bien longtemps avec ce qu'on appelle la perspective atmosphérique, qui consiste à peindre plus clair ce qui se trouve le plus loin et à peindre plus foncé et plus saturé ce qui se trouve au premier plan. Et nous avons ici au musée Unterlinden l'œuvre d'un artiste contemporain, Vasarely, qui a également utilisé cette différenciation spatiale des couleurs à des fins d'illusion. Dans Vega pâle, on se rend compte que l'arrière-plan est plus bleuté. Et effectivement, quand on regarde à l'horizon, plus la distance est éloignée, plus on voit dans des teintes bleues. De la même manière, Vasarely se rend compte que les teintes les plus lumineuses et les plus saturées ont tendance à gonfler, tandis que les teintes, au contraire, les plus ternes ont tendance à rétrécir, à amaigrir. Et c'est ainsi qu'avec un rouge et un vert brillant, il nous crée un premier plan, tandis qu'avec des rouges et des verts bien plus pâles, presque pastels, eh bien, il crée l'arrière-plan. La couleur, de la même manière, paraît plus intense quand la surface est plus grande. Et effectivement, les ronds de couleur rouge et verte situés au premier plan sont plus grands, évidemment, que ceux qui sont supposés être à l'arrière-plan. Donc avec ces procédés, Vasarely parvient, juste en jouant sur les variations de couleurs, à nous faire ressentir une distance ou au contraire un rapprochement. Parler de la peinture devrait revenir à parler de la couleur. Or, on se rend compte, lorsque l'on étudie l'histoire de l'art, que l'on parle du style, que l'on parle de la manière de peindre, que l'on parle des thèmes, que l'on parle de l'iconographie, mais on ne parle pas à proprement parler de la couleur. Il faut se rappeler également, quand on étudie la couleur, que la couleur évolue non seulement dans le temps, physiquement, les pigments se dégradent avec le temps, les conditions d'éclairage ne sont plus les mêmes. Se rappeler que l'on regarde toujours une couleur avec nos capacités physiques, avec notre construction mentale et avec nos référents culturels, qui ne sont pas nécessairement ceux du peintre. Donc nous voyons tous les peintures de manière différente.